Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix de Belgique qui a eu lieu dans les Ardennes au circuit de Spa-Francorchamps. Alors, je suis de retour après un bon mois de vacances au Sénégal. Oui, j'ai manqué deux grands prix. J'ai manqué deux grands prix, deux après-courses, mais j'ai regardé la course quand même avec un peu de détachement. Et je vais en profiter pour remercier Marc-André Fortin qui m'a remplacé pendant mon absence et aussi celui que vous allez entendre qui est là pour revenir sur cette course, François Carignan. Salut François. Salut Abdou, comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis de retour. Plus de décalage horaire. C'était fun de regarder la F1 en après-midi aux heures, dans les courses européennes. Mais là, je dois dire que regarder les courses au réveil, ça me manquait un peu aussi. La tradition du dimanche matin. Exact. Au moins, tu as le reste de la journée pour faire tes trucs. Mais ce que j'ai fait hier, parce qu'il y avait un autre événement, on n'en parle pas, mais j'ai regardé la course et j'ai regardé au complet avec Kimi Antonelli qui l'emporte devant Charles Leclerc et Max Verstappen qui complète le podium. On a Lewis Hamilton 4e, Oscar Piastri 5e, Isaac Hadjar 6e, Lando Norris 7e, Gabriel Bortoleto 8e, Arvid Lindblad 9e et Franco Colapinto, probablement l'Argentin le plus heureux au monde en ce moment, en 10e place. Elle est bonne. Ouais. Exact. J'ai rien d'autre à rajouter sur Colapinto. Donc, mais sinon, s'il y a quelqu'un qui est plus heureux en ce moment, c'est Kimi Antonelli parce que non seulement ça a été une bonne course de sa part, mais il profite de l'abandon de George Russell dans les premiers virages pour obtenir un écart de 50 points sur son coéquipier avant la dernière course avant les grandes vacances en Hongrie. Donc, François Antonelli a vraiment été à son affaire comme on l'a pu voir ce week-end. Ouais, Antonelli, c'est pas compliqué cette saison. C'est quand tu termines ses courses, quand tu n'as pas de problème, règle générale, va tirer le maximum de sa voiture et des opportunités qui lui sont laissées. Bon, c'est un petit peu fait avoir dans la séquence d'arrêt aux pluies, mais la voiture était vraiment extrêmement rapide. Je pense qu'il n'y avait aucun doute là, qu'en vitesse de pointe, la Mercedes était loin devant ses rivales. Et Antonelli, contrairement à son coéquipier, là, extrêmement opportuniste là, dans cette situation-là. Si, deux des trois derniers Grands Prix n'avaient pas ramassé de points, mais je pense que c'était pas par sa faute. Ah oui, puis justement, avant de parler d'Antonelli, Russell de l'autre côté a connu un week-end super difficile. Certes, se retrouver dans le gravier au début des combes après avoir été accroché par Lewis Hamilton. Mais ce n'est pas ça qui a retenu plus l'attention, l'accrochage. C'est plus le fait que pendant tout le week-end, il s'est beaucoup plaint du fait qu'il perdait beaucoup de vitesse sur la longue ligne droite. Et même dans la communication radio qui a probablement sorti sur les réseaux sociaux sans censure, il était en beau tabarnak. Pas de censure, hein, Abdou? Ouais, moi je l'ai entendu non censuré. Il était en colère après la perte de vitesse dans la ligne droite. Tu voyais que dans la ligne droite, perdait comme des fois 2-3 places. Après ça, il réussit à reprendre sa position au virage. Je pense que c'était au premier tour. S'est fait dépasser 2-3 fois dans la longue ligne droite. Et puis, il a comme réussi à se replacer, si on veut, en frein mentor, ce qui a mis lui et Lewis dans une
drôle de position. Et Lewis a eu un petit snap d'oversteer. Et puis, ça l'a amené directement dans George. Et puis, ce qui a fini la course de George, il donné une belle pénalité de 5 secondes à Lewis. Donc, personne n'en est sorti gagnant entre les deux, mais il y en a un qui en est sorti plus magané qu'un autre. Et oui, et c'est Russell. Et d'ailleurs, même lui a dit que il qualifie cet accrochage comme un incident de course. Moi aussi, je pense que ça l'était, mais je comprends et je dis un peu dans un sens que, oui, Hamilton a perdu le contrôle et c'est ça qui a été l'élément déclencheur de cet accrochage, ce qui, dans les règles techniques de la FIA sur les dépassements, même si il ne l'a pas fait exprès et que c'était une perte de contrôle inattendue, il a quand même causé la collision. Ouais. Et encore là, il a été chanceux parce que ça aurait pu être un 10 secondes comme le veut la norme, mais ça a été réduit à 5. Je pense que le fait que c'était au premier tour a été un facteur amenuisant. Moi aussi, je trouvais que c'était un peu limite comme pénalité. Je trouve que ce que Charles Leclerc a fait en poussant, c'est qui déjà, c'était Piastri. Ouais. Si je ne me trompe pas, vers l'extérieur, c'était beaucoup plus antisportif que ce qui est arrivé entre George et Lewis. Puis, Charles s'est pas ramassé de pénalité. Je trouvais que Charles Leclerc, ce dimanche, il était beaucoup plus agressif qu'à son habitude. C'est quelqu'un d'habitude qui est très, très clean, qui se bat en donnant beaucoup d'espace pour et contre. Là. Mais pas cette course-là. Vraiment, là, avait sa petite... son plan de match, c'est-à-dire pousser tout le monde vers l'extérieur, puis... c'est ça. Il l'a fait 2-3 fois, là. Au moins. Donc. Et dont une fois. Et même une fois sur Lewis Hamilton, qui était justement derrière Piastri quand ça s'est produit. Donc, je pense que il a tenté. Hamilton a voulu tenter la même chose sur son propre coéquipier, mais il s'est ravisé au moins. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis surpris que Leclerc n'ait pas été pénalisé parce que, surtout la 3-4e fois. Tu sais comme, OK, là, ça suffit. Ouais. Mais d'autant plus aussi que, tu sais, c'est un contact, mais bon, tu sais, il a causé un contact. Bon. Puis, tu sais, en tout cas, je veux rien que rajouter. On a vu Bono le dire à Kimi Antonelli quand il le rattrapait en fin de course. Il a dit, ça fait une couple de fois qu'il fait ça. Watch out. Faites-moi pas prendre comme les autres. T'sais? Ah oui. Fait que, tu sais, on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué. Oh. Dans cette course-là, tu faisais. Ouais. C'était pas une simple remarque, c'est une tendance. Exact. Donc, on s'excuse pour les petits problèmes techniques qu'on a eu. Mais effectivement, Bono, l'ingénieur de piste d'Antonelli, a remarqué justement le comportement de Charles au bout de la longue ligne droite du Camel. Mais pour Antonelli, ça n'a pas été trop difficile. C'était juste l'avantage d'avoir un moteur Mercedes, qui fonctionnait bien, qui n'a pas eu de perte de vitesse soudaine au bout de la longue ligne droite, ou de batterie, ou d'énergie, ou quoi que ce soit. Ça a été simple. Et je dois dire, justement, parce qu'on parle de Leclerc et d'Antonelli, il y a eu un moment aussi où je pensais sérieusement que Leclerc allait gagner parce que Ferrari a vraiment utilisé l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle pour arrêter ces deux voitures, alors qu'Antonelli s'était déjà arrêté. Et ça a fonctionné. Maintenant, c'était de savoir est-ce que Leclerc allait pouvoir résister aux attaques d'Antonelli, ce qui n'a pas été le cas, mais j'ai vraiment cru que Leclerc allait
refaire le coup à Anthony, c'est-à-dire être devant lui pour un deuxième Grand Prix de suite. Ouais, je trouve que dans cette situation-là, Ferrari s'en est comme bien sorti, mais je pense que c'est là qu'on voit que le gap entre les voitures est encore quand même présent. Je pense que dans des circuits où il y a beaucoup de virages à basse, à moyenne vitesse, je pense que Ferrari va sortir un petit peu plus. Je pense que la voiture est plus rapide en virage. En tout cas, du moins, il a pris du galon en virage. Alors que Mercedes, vraiment en accélération, vitesse de pointe, et l'utilisation du mode dépassement, vraiment, ça semble être beaucoup plus facile que pour chez Ferrari. Et puis aussi, peut-être tu me corrigeras si je me trompe, mais cette situation où après les arrêts au puits, Antonelli pourchassait Leclerc, c'est un peu c'est un peu une reprise de ce qu'on a vu en Grande-Bretagne, mais sans la pièce au devant de la voiture qui s'est cassée pour Antonelli. Ouais, d'accord. Donc, tu sais, c'est à savoir, si jamais ceci ne s'était pas produit, peut-être qu'on aurait eu une belle bataille entre les deux à Silverstone. Bon, avant la voiture de sécurité, mais au moins Antonelli a eu sa vengeance là-dessus. Et c'est quand même 50 points sur Russell. C'est fou qu'avec la malchance qu'il y a eu dans les dernières courses, soit encore 50 points devant. c'est quand même surprenant. Là. Ouais, et là, il reste une course avant les grandes vacances et ensuite, ça va être des épreuves. Bon, il va avoir Pays-Bas, ensuite Italie d'un coup et ensuite Madrid où ça va être nouveau pour tout le monde. Et ensuite, on va aller dans les épreuves hors Europe. Donc là, le rush va vraiment être intéressant. Et si Antonelli est capable de garder un peu sur une constance qu'il a depuis le début de la saison, ben je pense qu'il va... Là, on risque d'assister au plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1 et de loin même. Donc, on n'est pas loin de la coupe aux lèvres. Oh, ben, il reste quand même une demi-saison, là, tu sais. Puis, on a vu Oscar Piastri l'an dernier perdre 100 quelques points en 9 courses. Ouais. Alors, avec beaucoup plus d'expérience en banque, alors, je n'écarterais pas la possibilité qu'Kimi Antonelli ait des problèmes. Cela dit, semble en parfait contrôle de sa voiture, alors que son coéquipier qui a plusieurs années d'expérience de plus, George Russell, de quoi, 28 ans, 27, 28? Ouais. Fait que la différence d'expérience est notable et Antonelli semble tout de suite, je me suis aussi, mais catcher sa voiture, les réglages qu'on lui offre, semble mieux se tirer d'affaire dans des situations délicates. Russell, je pense que ça commence à l'affecter peut-être psychologiquement, le fait qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas, peut-être 8 semaines sur 10, là, il y a tout le temps un pépin qui lui nuit autour du week-end. Puis, je pense que c'est clair là, que Mercedes va commencer à faire ce qu'il faut pour favoriser Antonelli si jamais il y avait quoi que ce soit entre les deux. Parce que Russell n'est plus deuxième au championnat, il est rendu troisième. Alors, je dirais peut-être pas dès la prochaine course, là, mais dans les 6, 7, 8 dernières courses, si jamais il y a un choix à faire entre les deux, puis qu'il y a encore plus que 50 points d'écart, 50 points plus, disons, le choix ne sera pas difficile de son côté, en espérant qu'il ne fasse pas comme Oscar Piastri il y a 2 ans, quand Lando avait besoin de son aide. Oh boy! Contre Max. Mais tout ça pour dire, effectivement, les chances que Kimi Antonelli soit sacré champion en ce moment semblent bonnes, mais je miserais pas tout mon argent là-dessus encore. Parce qu'on parle des deux Mercedes, mais celui qui est deuxième, ben, c'est la légende de l'équipe, Sir Lewis Hamilton, qui a maintenant 45 points de retard sur Antonelli.
Mais il a fini 4e, mais ça n'a pas été une course facile. D'abord, il y a eu l'accrochage au départ en course, mais tout ça, il y a eu aussi, lors de l'arrêt au puits, lorsqu'il a heurté un mécanicien, heureusement sans douleur, sans blessure, mais avec une amende de 30 000 €. Et le samedi, vers la toute fin de la séance d'essai libre, accident de sa voiture. Heureusement, elle a été réparée. Et j'ai oublié en course, en plus, Ferrari a oublié de juste changer son aileron ou bien de le réajuster après le contact qu'il a eu avec Russell, ce qui l'a un peu amputé aussi. Mais il y avait une forte possibilité de voir Hamilton sur le podium. Est-ce que tu trouves que c'était le cas? Je dirais que, regarde, tu regardes les écarts, il a fini 5,6 secondes derrière Verstappen, puis il y avait une pénalité de 5 secondes. Fait que, enlève de 5 secondes, probablement que les deux sont collés. Ouais. C'est un coin de flip rendu là. Max aussi avait ses petits problèmes. Bon, comme à chaque course cette année, Max ne semble pas trop apprécier la voiture. Alors, bon, c'est un peu dur à dire. Moi, je pense que on connaît Max et on sait surtout comment est-ce qu'il course quand c'est contre Lewis. Probablement, il ne lui aurait jamais laissé un cheveu. Alors, est-ce que si jamais Lewis sortait des puits de devant, par exemple, ou quoi que ce soit, ou que là, à ce moment-là, oui, je pense que Lewis aurait eu un avantage. Mais si jamais il y avait eu à dépasser Max, je pense pas qu'il aurait réussi aussi facilement qu'on peut le supposer. Ces deux-là ne vont jamais se donner. Vont jamais y aller à moitié un complot. Ouais. Non. Les deux, là, quand ça se bat, mais ça se bat solide en piste. Et puis, malheureusement, on n'a pas eu à voir ça entre les deux. Mais on aurait pu espérer sans la pénalité de 5 secondes. Bon, on la trouve sévère, mais c'est ça qui est ça, malheureusement. Mais parlant de Max Verstappen, moi, je pense dans l'ensemble, avec déjà l'histoire de l'aileron arrière Macarena après 2 sorties de pistes consécutives, d'abord en Autriche et ensuite en Grande-Bretagne, il s'est très bien débrouillé. À un moment donné, s'est retrouvé avec un bon départ. A dépassé Kimi Antonelli à la montée de Eau-Rouge/Raidillon. Mais moi, je pense qu'Antonelli a été juste un petit peu plus intelligent en le laissant passer. Néanmoins, 3e place, un podium dans un week-end, somme toute, assez solide pour le quadruple champion du monde. Ouais, Antonelli a été, je pense, savait que sa voiture était plus rapide en vitesse de pointe. Fait que est-ce que ça valait la peine de tout miser au premier tour, tandis qu'il savait qu'il y avait amplement les ressources pour le dépasser si jamais il perdait une position, ou au pire 2. Alors, je pense que Kimi a très, très bien géré ça. Pour ce qui est de Max, 2 fois que l'aileron réversible lui cause des problèmes, comme tu dis, au Red Bull Ring et en Grande-Bretagne. Alors, je pense que la décision de Red Bull de revenir vers un modèle standard, si on veut, était peut-être pour acheter la paix de Max, parce que vraiment, lui, n'était pas... était assez vocal, même en conférence de presse avant le week-end. Je pense que on se ressent on ressent Max un petit peu dans l'humeur des dernières semaines de Christian Horner. Un peu découragé, il ne veut pas s'engager envers Red Bull. Comme un certain... c'est qui déjà? C'est qui le joueur de football qui s'est pointé à la conférence de presse qui dit « Je suis ici pour pas me pogner une amende ».
Marshall Lynch. Marshall Lynch. Max ressemblait un peu à sa conférence de presse tout le long du week-end quand on lui posait la question de comment ça va avec Red Bull. Alors, non, ça. Bon résultat. Est-ce que ça va tout changer dans son cas? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a déjà certaines écuries qui semblent garder un œil très, très près sur le dossier parce que visiblement, là, le départ de Horner a acheté la paix temporairement avec Max, mais je pense que les défaillances de l'écurie là, à ce niveau-là ne l'aident pas. Et en plus de ça, t'as JP qui s'en va chez McLaren l'an prochain. Ouais. Peut-être un de ses derniers points d'attache avec Red Bull. Parce que Helmut Marko aussi est parti. Bon, je commence à croire que bon, disons que je serais pas le plus surpris de le voir quitter Red Bull ou d'annoncer qu'il disons que soit qu'il prenne sabbatique ou quelque chose comme ça l'an prochain parce que ça me vraiment écœuré de ce qui se passe dans l'écurie et des réglementations de la F1. C'est à voir. Et puis, de toute façon, Max, c'est quelqu'un qui va dire... Il faut dire ce qu'il pense, toujours. Il va dire ce qu'il pense. Donc, s'il veut parler de son avenir, il le dira. Et puis, je pense pas que ça va être niveau langue de bois, même si les relationnistes de Red Bull vont lui dire, Max, fais attention à ce que tu dis. Max, fais attention à ce que tu dis, là. Ouais, tu peux pas contrôler Max Verstappen. C'est ça. Ça va être ça l'autre problème. Mais par contre, tu peux le conseiller, pas le contrôler. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de conseils, c'est Isaac Hadjar. Quelle course quel week-end il a connu, parce qu'on connaissait déjà son sort. Il allait partir avec... 21e. Ah ouais, donc il était la boulette dans un sandwich Aston Martin qui devait pas être bon. Mais il passe de la 21e à la 6e place, en plus d'avoir été... un atout très important dans la 2e place en qualification de Verstappen avec le towing, excusez-moi l'anglicisme. Vraiment, Hadjar a été vraiment un de ses plus beaux week-ends de la saison jusqu'à présent. Absolument. Regarde, je veux dire, t'as 15 places gagnées. Lando se trouve un peu dans la même situation aussi. Lui a seulement gagné 6 places. Fait que, puis je pense que la McLaren est présentement une meilleure voiture overall que la Red Bull. Alors, ça démontre vraiment ce qu'il a réussi à faire. En plus de ça, 3 arrêts. Hein? Oui. Donc, lui, vraiment, s'est dit au début, ben, regarde, avec un safety car, débarrassons-nous des durs. Des médiums. Je pense qu'il était parti sur les médiums, c'est ça? Hein? En tout cas, c'était débarrassé. Non, il était parti sur les durs. Il est dur, ouais. Alors, arrêté une fois, a fait un tour et est revenu sur des durs en essayant d'aller jusqu'à la fin. Ouais. Et ensuite de ça, sous voiture de sécurité virtuelle, a eu l'opportunité de s'arrêter une autre fois pour mettre d'autres durs jusqu'à la fin. Je crois que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça aussi. Je regarde le tableau justement des arrêts au puits. Et je me souviens, il s'était arrêté même 2 fois. 2 fois sous la voiture de sécurité parce que ça lui donnait amplement le temps de revenir en arrière de la file. Puis ensuite de ça, il y avait juste 2 tracteurs à dépasser. Fait que, 4 tracteurs avec le Cadillac. On s'excuse à Cadillac. Ouais, mais au moins, Cadillac, c'est un beau tracteur. Ouais. Qui tourne bien puis qui avance bien. Tandis que l'autre, c'est un tracteur que tu as l'impression de tout le temps rouler sur un chemin de terre. Et vous en faites pas. Le tracteur va avoir une mise à jour au prochain Grand Prix. Ouais, tout ça pour dire, regarde, quand t'es 2-3 tours en arrière, là, puis que Fernando Alonso l'a vu à la fin de la course, là, il était tellement écœuré qu'il a décidé de faire des burn-out sur le in-lap. Là. Fernando doit tellement être écœuré, il doit se dire, je peux-tu finir mon contrat plus tôt, là? Ouais. Mais en tout cas. Mais pour revenir à Hadjar, ouais, c'était juste dépasser toutes les voitures qui avaient pas beaucoup de rythme et de la tenir entre les deux, pardon, entre les lignes blanches. Ouais. Ouais, en fait, très bien fait son œuvre. Pour vrai, là, démontre pourquoi il a été choisi
pour prendre le poste chez Red Bull. Je pense aussi que la pression est complètement différente parce que la Red Bull n'est pas une voiture de top 2, en tout cas. Top 3, peut-être selon les courses. Comme je dis, je pense que McLaren a un meilleur package. Est-ce que dans certains circuits, la Red Bull est meilleure? Peut-être. Mais tu sais, quand même déjà 60 points. N'est pas si loin que ça derrière Max. Là, si jamais on regarde les dernières années, là, se tire très bien d'affaire comparé à Max qui d'habitude écrase ses coéquipiers. Là, seulement 31 points d'écart entre les deux. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que se tire très bien d'affaire. Est-ce que, comme plusieurs autres, la fin de saison a été difficile pour plusieurs? Perez particulièrement, là, plus ça allait, pire c'était. Albon, même chose, etc. Est-ce que ça va être le cas avec Hadjar? On va voir. Mais en ce moment, là, démontre plusieurs signes très positifs. Oui. Puis, il a quand même 31 points de retard sur Verstappen. Ce qui est drôle à dire, c'est que c'est quoi? C'est l'équivalent d'une victoire puis d'une septième place. Septième place. Donc c'est pas c'est loin d'être mauvais. Oui, certes, Verstappen a eu des abandons, Hadjar aussi, même Verstappen beaucoup plus que enfin. Là, je donnerais un B. Un très beau B pour sa saison, mais ce week-end-là, c'était peut-être comme un A-. Là. Moi, je dirais même un A+, dans les circonstances. Moi, je donnerais un A+, parce que on s'entend, il y a pas eu grand-chose à retenir. Le seul petit bémol, c'est lorsque sa voiture a calé dans la ligne d'épée, je pense que c'était soit durant les essais, mais ça... C'est un problème mécanique, il pouvait rien faire. Mais regarde, il peut retourner chez lui très, très, très satisfait et bâtir là-dessus. Ça, il n'y a aucun doute. Moi, c'est son meilleur week-end, c'est son deuxième meilleur week-end de la saison. Et j'aimerais t'entendre là-dessus. Quelle note tu donnerais à McLaren pour ce week-end? Je trouve que ce qu'on réussi à faire avec Lando, c'est quand même impressionnant. Si jamais les pilotes autour de Lando n'avaient pas bénéficié de la voiture de sécurité virtuelle pour s'arrêter au puits, alors que lui, c'était vraiment pas le temps. Je pense que Lando aurait fini peut-être juste à côté de Piastri, si c'est pas devant. Lui, un peu, s'est fait avoir là-dessus. Je trouve qu'il restait 5-6 tours de trop. Commençait vraiment à perdre du momentum. McLaren a décidé de jeter les dés, si on veut, puis d'espérer une voiture de sécurité complète, carrément, pour avoir un cheeky pit stop, ce qui est jamais venu. Puis en plus de ça, son pit stop était pas terrible. Ah non, son pit stop. C'était quoi? C'était 5 points quelques. Ouais. Fait que, typique McLaren, quand c'est le temps de clutcher dans les pluies, on l'a vu l'an dernier là, à quelques reprises. Alors, moi, je pense que Lando, je donnerais la même note qu'Hadjar, dans les A, A-, A, peu importe. Khalif était très, très bon, honnêtement aussi. Là. Alors, je pense que l'overall du week-end était bon. Oscar, encore une fois, je trouve que il tire de la patte. Il n'y a pas beaucoup de rythme. Il n'est pas capable vraiment de se battre contre des voitures de force similaire, tandis que Lando semble être capable. Je pense que vraiment la fin de la saison dernière a peut-être laissé des petites cicatrices sur sa confiance. Supposément qu'il a dit cette année qu'il voulait moins être présent, moins avoir de monde autour de lui. Il a demandé apparemment à Mark Webber de ne pas se présenter à toutes les courses, de pas... est-ce que peut-être qu'il a fait ça parce qu'il veut justement se rebâtir une confiance, puis il veut pas avoir trop de monde autour, pas avoir une chambre d'écho, si on veut, de monde qui dit « Ah, t'es bon, blabla, tu t'as pas... » Je pense qu'il y a peut-être un facteur là-dedans. Mais n'a pas la même drive, selon moi, qu'on a vu en première moitié de saison l'an dernier. Est-ce que la voiture le permet? Non, je pense pas.
Mais tu sais, se retrouve quand même dans des situations parfois délicates contre des voitures qui, selon moi, sont légèrement inférieures. Mais moi, vois-tu, pour ce que tu dis est vrai. Moi, je pense que c'est comparé à l'année dernière, c'est décevant pour Piastri. Mais pour ce Grand Prix, je pense que lui-même aurait peut-être pu se battre pour un top 5, n'eût été de Charles Leclerc. Je pense que le contact avec Charles Leclerc a été le moment où ça a cassé son rythme. Ouais, ben je pense que Leclerc aussi, pendant un bout, semblait un petit peu affecté, mais puis pas Oscar, mais on dirait qu'après leur arrêt au puits, ça s'est renversé. C'est Oscar qui semblait plus lent et Charles avait semblé reprendre son rythme. Mais regarde, je ne le blâme pas non plus pour cette collision-là. Comme je l'ai dit, je trouve que Charles a été très, très agressif tout au long de la course en défense. Mais je pense pas que ça a rien changé vraiment à sa course. T'sais, est-ce qu'il aurait fini mieux que 5e? Non. Je pense que les deux Ferrari étaient plus rapides. Max était dans une meilleure journée, meilleure position. Antonelli, c'est ça. Non, je veux dire, il a fini là où il devait. Ouais. Oui, il a fini quand même assez proche derrière Hamilton, mais je vois pas comment la McLaren aurait pu dépasser la Ferrari. Ouais. Bah, je pense que si n'eût été du call sur la voiture de sécurité virtuelle, peut-être que Norris se serait battu pour un podium. Non, peut-être? Ça aurait été 5 ou 6. Il aurait fini devant Adjard, il a fini à moins d'une seconde derrière la ligne d'arrivée. Fait que, je veux dire, je pense que tu considères ça, le fait qu'Adjard a eu un free pit stop, ben, un cheeky pit stop, comme j'aime les dire, à cause de la voiture de sécurité. Lando s'est fait avoir, si on veut, par le fait que lui, la VS est tombée au pire moment pour lui. Est-ce que McLaren aurait pu faire la même chose qu'avec Adjard puis dire bon ben on se débarrasse des durs au début puis on y va long. Là à ce moment-là, Chemin avait eu la même approche qu'Adjard, mais il est parti. Adjard partait loin, partait derrière. Fait que, lui, il se dit rendu là une place pour se débarrasser de l'obligation des arrêts au puits. Go, tu sais. Mais Lando, si jamais se retrouvait en arrière, prenait tous les risques de son côté. Effectivement, ouais. Et moi, je pense aussi que, tu sais, avant de passer aux autres, j'ai bien hâte de voir, bon, peu importe l'année où il va arriver, mais le fait que Gianpiero Lambiase va arriver avec McLaren, son QI stratégique aussi, son calme aussi dans des situations difficiles. Va être Chief Racing Officer, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Donc, ça va être beaucoup plus haut que ce qu'il fait avec Red Bull. Je pense que ça va être très bénéfique pour McLaren. Ben, en ce moment, là, d'un point de vue stratégie, je pense que c'est pas si pire, McLaren, mais d'un point de vue gestion des arrêts au puits, c'est catastrophique. Depuis un an et demi, là. Aussi. Ouais, je veux dire, si jamais les arrêts au puits se déroulaient bien, l'impact serait amoindri. Parce que là, tu pites pas toujours au moment optimal, puis quand tu pites, tu perds du temps. Tandis qu'il y a 3, 4, 5 ans, McLaren était les as des arrêts au puits. Ouais. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai manqué si jamais il y a du changement de personnel ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, McLaren avait comme parmi les 10 meilleurs arrêts au puits, là, je pense en 2024, il y en avait 7. Ouais. J'avais lu quelque chose comme ça. En ce moment, ils n'ont pas un d'indice. En tout cas, faudrait que je check, là. Mais j'ai pas vu en bas. Toute la saison, j'ai pas vu en bas de 2.3 de McLaren. Ouais, c'est dans les standards normaux, je trouve. Non, mais tu sais, je veux dire, Mercedes a une coupe de 2.1, 2.2, là. Ouais, mais t'as aussi Audi qui, par exemple, a réussi un 2.1. Ouais, c'est ça. Et c'est sûr. Mais McLaren, depuis que c'est une équipe prétendante,
semble avoir beaucoup plus de problèmes au plus. C'est tout ce que je veux dire. Et d'ailleurs, pour parler de Audi, il faut qu'on parle de Gabriel Bortoleto parce que bon, la réalisation télé a été vraiment mauvaise, mais je pense que Bortoleto aurait mérité beaucoup de temps d'antenne. Même la bataille pour les positions, non seulement la bataille pour les positions 8 à 13 aussi, là, même 12, parce que malheureusement, Nico Hülkenberg, on l'a pas beaucoup vu, mais ces positions-là auraient mérité beaucoup plus de temps d'antenne plutôt que de nous montrer probablement un des plus beaux dépassements de la saison en Franco Colapinto. Mais avant de parler de Colapinto, Gabriel Bortoleto, pour un troisième Grand Prix cette saison, il est dans les points. C'est la deuxième consécutive après justement une 8e place à Silverstone. Il répète l'exploit à Spa-Francorchamps. Et avait ramassé des points aussi l'an dernier. Très, très rare l'an dernier que Sauber, dans le temps, que Sauber ramassait des points. En fait, lui en avait ramassé 2 en Belgique. Alors, 2 en 2 pour lui dans une voiture qui n'est pas garantie de ramasser des points, à noter. Exact. Donc, là, c'est une bonne performance de la part de Bortoleto, mais donnons aussi un crédit à Audi qui vraiment a eu... la voiture manque encore de fiabilité. On l'a vu avec Nico Hülkenberg qui est encore malchanceux. Mais quand cette voiture fonctionne, quand elle est fiable, elle est rapide. Et Bortoleto l'a prouvé. Puis moi, je pense que il mérite le crédit aussi. On n'en parle pas beaucoup parce que ça attire moins le regard. Mais je pense que Bortoleto, cette fin de semaine, mérite une mention honorable pour l'ensemble du travail qu'il a fait, de s'être qualifié, de s'être qualifié 8e, d'être parti 8e, en fait. Ça mérite totalement une mention quand même. Alors, et la course qu'il a faite aussi surtout contre Arvid Lindblad, on l'a presque pas vu. Mais... Non, c'est ça. J'étais pour dire, j'aimerais ça pouvoir commenter, mais j'ai rien sur quoi me baser. On sait qu'il a fini à presque une seconde et demie de Lindblad, mais finir 8e est un bon coup pour Audi quand même. Bon, pour Hülkenberg, c'est dommage parce que le pauvre a été vraiment amputé par des problèmes de fiabilité, mais c'est les positions 11 à 13 qu'il est capable de faire. Ouais, mais je trouve ça un peu dommage parce que en ce moment, Hülkenberg n'a pas une bonne saison d'un point de vue productivité. Je pense que, bon, c'est sûr que là, à aucun point, alors que Fernando en a un, ce qui est quand même assez incroyable. Mais je veux dire, je pense que c'est une question de temps avec lui. C'est un pilote d'expérience. Je pense que malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de points, a sa raison d'être dans l'écurie. Est-ce que, bon, c'est un pilote outstanding qui est complètement incontournable et irremplaçable? Non. Mais je pense que sa valeur est peut-être ailleurs en ce moment. Est-ce que d'avoir une saison comme ça, quand tu as un jeune pilote à côté de toi qui a 10 points et toi t'en as 0 disons à la mi-saison, là, parce que ça va être essentiellement la mi-saison à la prochaine course. Ouais. Est-ce que ça regarde bien pour l'an prochain? Par contre, je sais pas. Parce que Hülkenberg, ça fait plusieurs fois qu'il a fait plusieurs écuries, ça fait plusieurs chances qu'il a. Bon, il a eu son podium, finalement. Mais puis il avait eu une bonne saison quand même l'an dernier. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, là, on est en train de voir que peut-être qu'Audi est en train de planifier autre chose. Bon, c'est sûr que c'est un pilote allemand dans une écurie allemande. Mm-hmm. Même si jamais, en fait, c'est plus un porte-nom, si on veut, puis que l'écurie, bref, qui est encore basée en Suisse.
jusqu'à ce que je crois qu'Audi va faire déménager les installations dans les prochaines années, de ce que j'ai vu. Mais tout ça pour dire. Est-ce que le fait que ça soit un pilote allemand pour une marque allemande, ça l'aide à peut-être garder sa place? Je pense que si jamais il y avait encore un Grand Prix d'Allemagne, ça aiderait. Parce que tu as un pilote local, c'est bon pour le marketing, etc. Mais puisque tu n'as pas de Grand Prix en Allemagne, je pense que l'effet est peut-être plus ou moins là, puis tu as beaucoup d'autres écuries. En fait, tu as une grosse écurie en Allemagne qui prend beaucoup de place, soit Mercedes. Fait que je pense pas que ça soit un facteur en ce moment. Parce que plusieurs avaient dit que Hülkenberg avait été embauché à cause de sa nationalité. Ouais. Par Audi, donc c'est ça. Ouais, mais t'as l'expérience aussi, t'as surtout l'expérience aussi qui entre en compte, et le fait qu'il était déjà il a déjà été chez Sauber en 2013, donc il connaît il connaît un peu la maison aussi, mais cette saison c'est pas fameux, et Bortoleto a eu l'avantage souvent sur lui. Et disons aussi, la fiabilité ne l'a pas aidé dans ce cas-ci. Mais je pense que... Et Bortoleto, c'est pas quelqu'un qui flash. Et oui, n'oublions pas que c'est un champion de F3 et de F2. Il est talentueux. Ah oui, parce que je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est parmi la relève. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de temps d'antenne à cause de la voiture dans laquelle il se retrouve. T'sais. Exact. Si tu le mets dans une situation comme, admettons, Antonelli qui se fait... Bon, je pense pas du tout que Gabriel Bortoleto est dans la même classe de pilote qu'Antonelli. Okay? Mais je veux dire, si jamais il avait une voiture avec des belles chances de podium, disons, ben là, à ce moment-là, je pense qu'il ferait beaucoup plus parler de lui. Ouais. Mais je pense que ça va venir. Je pense que Audi est là pour les bonnes raisons et va mettre les ressources pour y arriver. Puis si jamais ils veulent investir dans lui, ben à ce moment-là, je pense que lui veut rester, je pense qu'il va être capable d'amener des bons points, des bons résultats à l'écurie. Bon. J'ai hâte de voir. C'est sûr que tu as quand même 4 très, très, très gros morceaux qui vont être difficiles à tasser en avant, qui semblent avoir tout ce qu'il faut pour rester là à long terme. Je pense que Audi se retrouve un peu dans la même situation que Williams, où tu peux, avec les ressources disponibles, puis avec l'écart qu'il y a avec les 4 grosses écuries, ça va prendre énormément de temps puis beaucoup de chance pour être capable de les rattraper et de les dépasser. Ouais. Mais sinon, on parle de temps d'antenne. J'allais dire AlphaTauri. Racing Bulls et Moi, j'aime bien AlphaTauri. On peut dire AlphaTauri. Bon, on va dire AlphaTauri. C'est mieux que Racing Bulls. Good. Et Alpine se sont livrés à une belle bataille qui, même là, ça m'a fait suer de ne pas avoir vu plus longtemps cette bataille. Ça a été réduit dans les petits écrans dans la tour de chronométrage. D'abord, il y a eu, et c'est lors de l'après-course qui est disponible sur YouTube qu'on a vu que ça s'est battu férocement entre les deux Racing Bulls. On a vu finalement le magnifique déplacement de Franco Colapinto, qui n'était pas sans nous rappeler le fameux déplacement de Mika Häkkinen sur Michael Schumacher sur ce même circuit 26 ans plus tôt, et qui a été capital parce que Colapinto est reparti avec le dernier point disponible. Avec un train de 3 voitures derrière lui. Donc, il y avait 2 secondes entre la 10e et la 13e place. Ouais. Donc, tout ça, on a manqué ça. Mais même si Colapinto repart avec 1 point et beaucoup plus d'occasions que l'équipe d'Argentine dimanche,
c'est Racing Bulls qui a eu le meilleur. Ben, c'est égalité, mais je pense que Racing Bulls a eu le meilleur parce que Lindblad était avec sa voiture avec de nouvelles modifications que Liam Lawson aura pour le Grand Prix de Hongrie. Mais il semble que Racing Bulls, depuis quelques courses, ça va beaucoup mieux même. Ben, Lawson n'a pas ramassé de points, mais sinon, je pense que Lindblad est à 6 courses en ligne avec un point, puis Lawson en avait 5 en ligne avant cette course-là. Alors, très, très beau résultat. Parce que, corrige-moi si jamais je me trompe, là, mais bon, malgré le fait que Lindblad a quand même tiré un petit peu de la patte, je pense qu'il a seulement 22 points. 22 ou 23, quelque chose comme ça, puis que Lawson en a presque 40. Je pense que Lindblad est en train de reprendre un petit peu le dessus. Moi, je m'attendais à ce qu'à la fin de la saison, ça soit quand même serré entre les deux parce que Lindblad est un très, très grand talent. Fait que je pensais que ça allait prendre peut-être un tiers de la saison vraiment pour s'acclimater. Puis je pense que là, il est en train de montrer que he's got it. C'est un très, très bon pilote. Bon, dans ce cas-ci, Lawson, comme je l'ai dit lors de la dernière course avec Marc-André, je pense que plus ça va aller, plus on va voir que les Racing Bulls vont donner toutes les chances à Lindblad. Donc, dans ce cas-ci, ça commence déjà avec un package qu'on le donne à lui et non à Lawson, malgré qu'il est devant le classement. Est-ce que, bon, c'est justement par le fait que tu veux pas prendre un risque sur un pilote qui a plus de points? On ne sait pas, mais d'habitude, les pilotes aiment pas mal toujours savoir les packages avant les autres. Exact. Hein? Alors, je pense que c'est un petit peu un premier signe comme quoi, bon, on va donner toutes les chances à Lindblad, mais on regarde, tu dis que c'est très serré avec l'Alpine. Ben, en ce moment, les deux écuries sont à égalité à 61 points chacune. Ouais. Alors, cette course-là avait une importance capitale pour leur place au classement. Ils sont très, très loin derrière Red Bull, à 90 points derrière, mais 40 points devant Haas. Fait que c'est vraiment une guerre à deux. Je pense pas qu'Haas va marquer un autre 40-50 points cette année-là. Alors, 5 et 6 au classement va être une affaire d'Alpine et Red Bull. Racing Bulls, AlphaTauri. Puis, c'est ça. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on voit ces 4 voitures-là arriver une à la suite de l'autre. Exact. Mais je pense dans l'émission de pré-saison que j'avais fait avec Marc-André, j'avais dit que il y avait une autre équipe qui allait se retrouver dans cette lutte et c'était Haas. Mais ça a bien commencé, mais depuis, c'est une descente aux enfers. Et puis... Oli, ça va bien. Oli, ça va quand même bien. Ouais, ça va... Ouais, au moins, ça va bien. Mais Esteban, ça va vraiment pas. D'ailleurs, les deux se sont accrochés durant le premier tour où Ocon a été obligé de traîner de la patte alors que Berman était dans un no man's land aussi. Mais c'est triste à voir que cette équipe avait bien commencé la saison. On disait, finalement, avec l'apport technique de Toyota, Esteban Ocon qui certes a été un peu décevant en deuxième moitié de saison et un Berman qui montre qu'il est très solide, cette voiture les laisse tomber. Encore une fois, je sais pas si c'est un problème de développement ou bien de coût de développement aussi, parce qu'il y a aussi le budget derrière tout ça. Mais Haas, présentement, est en chute libre. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec une voiture qui est bien née à part de ça. Ben, faut se dire quand même que la grosse récolte est vue en Chine alors que tu as 4 voitures qui n'ont pas pris le départ, puis 7 ou 8 qui n'ont pas fini. Fait que c'est sûr que ça aide à ramasser des points un petit peu gratuits. Bon, c'est sûr qu'une 5e place pour une
Les Berman, c'était pas du tout dans les cartes au début de la journée. Là. Alors, c'était un résultat exceptionnel. Mais depuis ce temps-là, je pense que le maximum, c'est 3,2 ou 3 points par course pour lui. Pour l'écurie au complet. Alors, faut quand même garder en considération qu'il y a eu beaucoup de chance en Chine dans leur cas. Berman avait ramassé 10 points juste là. De leurs 21 qui ont? Ouais, 21. Ouais. Donc, c'est la moitié des points viennent d'un coup de chance en une course. Puis on est rendu à la 11e. Il faut quand même relativiser. Est-ce que je pense que c'est une meilleure écurie que Williams? Je pense qu'enlève la Chine, ça serait très, très serré entre les deux écuries. Ben, en fait, Williams est peut-être pour moi la déception de l'année en ce moment. Bon, Aston de loin, là, mais je veux dire, Aston, c'est vraiment juste, ils ont raté leur coup. Là. Ouais. Ils ont juste, puis Honda leur donne des mots de tête. Mais Williams, avec un package Mercedes, devrait être clairement meilleur que ça. Si jamais tu m'avais dit qu'Alpine aurait 5 fois le nombre de points que Williams à mi-saison, je t'aurais dit c'est complètement fou. Là. Ouais. C'est vrai. Et je pense, je sais pas si je pourrais dire s'ils sont dans la même veine que Williams. Enfin, depuis peut-être après Japon, là oui, je pourrais te dire oui, c'est dans la même veine que Williams, mais je pense que cette voiture est mieux née que Williams. Et là, ça roule comme une Williams actuellement, la Haas. Alors, c'est quand même décevant, et surtout que là, depuis des mois, on parle de l'avenir de Ocon qui déçoit. Bon, il y a des fausses rumeurs à son effet, comme quoi il serait remplacé en cours de saison. Par qui? Fouille-moi. Mais le point est que Ocon est une déception, mais c'est pas vrai que le Français sera remplacé d'ici la fin de la saison. Mais je dois dire quand même 3 points pour un pilote aussi expérimenté qui a l'habitude d'être un pilote solide, constant. Là, quand les occasions se présentent, ne livre pas la marchandise. Tandis que Berman le bat assez régulièrement, autant en qualif qu'en course. Je commence à avoir de sérieux doutes concernant l'avenir du Français avec l'équipe. Ouais. Ben, je regarde, là... Ocon, tu me permets juste de regarder, il y a beaucoup de 11e, 13e, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas catastrophique. C'est pas comme jamais 17, 18e tout le temps, là. Parce qu'on s'entend que 18e, c'est comme la dernière place, si on veut, là. Parce que, t'as les deux Aston, les deux Cadillac, t'as tout le temps une voiture qui finit pas, là. Fait que 18e, c'est comme la dernière place théorique, là. Ouais. Je veux dire, a quand même pas mal fait. Bon, c'est sûr que quand ta seule école, t'as le double point, c'est à Monaco. Tandis que tout le monde était un peu... c'était un peu une course où que rien s'est passé comme il faut, puis que tout le monde s'est pogné des pénalités, tout le monde est un peu ding-dong. Ouais. Puis que Fernando Alonso a ramassé un point. Je veux dire, tu peux pas te fier sur ça comme étant un point de référence. Non. Je trouve que Ocon, paraît mal, mais j'abandonnerai pas tout de suite sur lui. Je pense que si jamais... c'est le genre de pilote qui pourrait, en dedans de 2 semaines, là, trouver un vibe et repartir. Ouais. C'est quelqu'un qui est très, très, très... qui est opportuniste à quelques reprises par saison. C'est pas quelqu'un qui va faire 15-20 bonnes courses par année. Il va en avoir 3-4 qui vont être excellents. Mm-hmm. Fait que je pense que il y a encore une chance que ça... Puis en même temps, qu'est-ce que tu veux... Qui tu veux que Haas prenne? Tu veux que ramène Mick Schumacher?
Non. Non, pour ça pour dire. Je pense honnêtement que du côté de Haas, là, surtout que c'est une écurie qui roule avec un budget un peu plus élevé là, dans les dernières années, là, dépense supposément au plafond, au lieu de gratter des scènes comme on l'a vu bien souvent avec Gene Haas. Je pense pas que c'est une écurie qui peut se permettre de payer un troisième pilote régulier en une saison. Ouais. Parce que si jamais tu mets Ocon dehors, il faut que tu le payes quand même. Puis il reste 2 ans son contrat. Ouais. Ben, cette année, puis l'autre la suivante. En F1, ils disent que les contrats valent le papier sur lequel ils sont faits, mais le montant à payer, il est encore là. Puis je pense pas qu'Esteban Ocon ait payé un de 300 000 $. Je suis pas mal sûr qu'il coûte une couple de millions. Ouais, c'est pas pire dans ce sens-là. Et puis, je te dirais que à moins que tu décides que à moins que Ferrari dise que Rafael Camara est déjà apte à faire le saut en Formule 1, moi, je pense que ça a quand même besoin d'un pilote d'expérience. Ben oui. Mais en ce moment, le pilote d'expérience, je n'ai pas la job de pilote d'expérience. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, je regarde, là, selon Google, Esteban Ocon ferait quelque chose entre 5 et 10 millions de dollars par année. Est-ce que c'est impossible de payer 2 pilotes? Non, mais est-ce que Gene Haas va peut-être y passer 2 fois? Je pense que c'est le genre de montant que jamais il pouvait économiser, il ferait. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu regardes au classement, Haas n'est pas dans un danger immédiat de perdre ou de gagner une place au classement. Williams a toujours quelque chose qui va mal à chaque course. Puis je pense pas que, tu sais, à moins qu'on se retrouve avec une situation comme ou une course folle à la Brésil 2024, que tout à coup, les Williams se ramassent avec 2 top 5. Je pense que c'est assez safe là, pour Haas. Là où sont le classement, mais regarde, en un upgrade, Williams pourrait remonter. Oui. Mais je veux dire, en ce moment, il n'y a pas d'urgence à remplacer Esteban Ocon. Non. C'est à voir. C'est à voir. Et puis, de toute façon, c'est vraiment à partir du retour des vacances à Zandvoort où les choses vont s'activer. Donc, ça va être à suivre concernant l'avenir d'Esteban Ocon. Watch by Lance Stroll à Q3. Oh, ouais. Never gonna happen. Ouais, ça me surprendrait que ça arrive. Pas avec cette voiture-là. Mais écoute, ils peuvent tout améliorer. Ils vont être encore une seconde plus slow toute là. Ouais, mais on va voir avec leur nouveau traiteur, je veux dire, nouvelle voiture, qu'est-ce que ça va donner. Abdou, t'es plein de mauvaise foi. Et puis, si jamais vous voulez entendre plus de mauvaise foi, la semaine prochaine, ce sera l'émission d'après-course du Grand Prix de Hongrie, le dernier avant les vacances. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et partout où le bulletin GP est disponible. On est sur Facebook et Blue Sky, @ le bulletin GP. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez discuter de la course et même partager vos trucs sur la Formule 1 ou bien même parce que c'est bientôt les vacances, il va y avoir le Grand Prix de Trois-Rivières aussi. Donc, si jamais vous voulez partager tout ça, le groupe Facebook La Monoplace. Alors, François, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Abdou, pour l'invitation. Puis, je te souhaite un bon retour de vacances. Repose-toi bien. Merci. Ça s'est bien passé. Alors, je reprends tranquillement le rythme normal. Bon, parfait. Alors, sur ce, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode de Balado Diffusion. Salut tout le monde! Quel voice crack!